Fidèles téléspectateurs de Chérifla Télévision du Mali et du monde entier, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition d'information de ce jeudi 14 mars 2019. Dans le cadre du Maoulid Nabawi de Ségou, le guide spirituel des Ansar Asseïd, Chérif Ousmane Madani Haïdara, a rendu une visite de courtoisie aux notabilités religieuses de la ville de Ségou. C'était dans l'après-midi du lundi 11 mars 2019. Nos envoyés spéciaux Alhamidou Badini, Fousséni Keïta et Bouya Koulibaly. C'est aux environs de 16 h que le guide spirituel des Ansar Asseïd, Chérif Ousmane Madani Haïdara, quitte sa résidence, accompagné d'une forte délégation pour effectuer cette série de visites de courtoisie aux notabilités musulmanes de la ville de Ségou. C'est au patriarche Thiam, communément appelé Thiam Koroba, résident au quartier Sokala, que revient l'insigne honneur d'accueillir le guide spirituel et sa délégation, venu chercher des bénédictions auprès des anciens. Toujours dans le même quartier, le guide spirituel s'est rendu chez l'amir des croyants de la cité des Balanzans, Bassé Loutal, d'ailleurs l'un des maîtres du guide spirituel, lequel a formulé des bénédictions pour le guide spirituel et sa suite, qui se rendront ensuite au quartier Somonoso dans la grande famille Djiré de Ségou. Ici, les leaders religieux ont remercié le guide spirituel pour son esprit de collaboration, tout en lui réitérant leur fraternité chaleureuse et leur disponibilité sans faille pour la promotion de l'islam pacifique et tolérant. Les bénédictions mettront également fin à cette visite dans la grande famille Djiré. De là, le président du groupement des leaders spirituels musulmans du Mali, suivi des responsables de la FADI et des responsables des bureaux nationaux, régionaux, locaux ainsi que des membres du Oudou international, se retrouveront chez Benke Djiré, grand imam de la ville de Ségou, domicilié également au quartier Somonoso. Cette visite de courtoisie mènera en 5e lieu le guide spirituel et sa délégation chez le président du Haut Conseil islamique de la région de Ségou, Cheikh Mohamed Hachim Haïdara, résident au quartier Amdalaïbé, qui formulera également des bénédictions pour ses hôtes. Pour clôturer cette visite, s'inscrivant dans le cadre du Maoulid Nabawi des Ansar de Ségou, dans un élan de fraternité islamique, Asseïd Chérif Ousmane Madani Haïdara fera la ziara de feu Cheikh Mounir Haïdara, ancien président du GLSM de Ségou, afin de prier pour le repos de l'âme de l'illustre disparu. Auparavant, dans la soirée du dimanche 10 mars, après les bénédictions du Maoulid Nabawi au stade Amari Dao de Ségou, le guide spirituel était allé pour des salutations d'usage dans la grande famille Cissé, où il logeait dans le cadre de ses études dans la cité des Balanzans. L'Agence nationale pour l'emploi ANPE s'engage dans un partenariat gagnant-gagnant avec l'Union nationale des jeunes musulmans du Mali, IJMA. La signature de la convention a eu lieu ce jeudi 14 mars dans la salle de conférence du Carrefour des jeunes de Bamako. Elle vise à créer une synergie d'action entre l'ANPE et l'IJMA pour la promotion de l'emploi des diplômés et formés en langue arabe. Une cérémonie placée sous le haut patronage du ministre en charge de l'emploi, de la jeunesse et de la construction citoyenne, représenté par le chef de cabinet de son département. Reportage Kafoune Batili et Abdoulaye Sogodogo. La cérémonie a débuté par l'exécution de l'hymne national du Mali, suivi de la lecture du Saint-Coran. L'objectif recherché par la NPE à travers cette convention est d'explorer toutes les opportunités d'emploi pour insérer les diplômés et formés en langue arabe et développer leur employabilité en vue de les rendre compétitifs sans tenir compte de la langue de formation. C'est ainsi donc que pour son plan de travail PTA 2019, la NPE a programmé une série d'activités tendant à accompagner une frange importante de chercheurs d'emploi pour les reconversions, à savoir les diplômés et formés en langue arabe. Les questions d'emploi et de qualifications professionnelles des diplômés et formés en langue arabe constituent aujourd'hui un véritable défi pour notre pays. Le président de IJMA l'a rappelé, ils sont architectes dans tous les corps de métier, ingénieurs, mais ils sont formés dans une langue qui s'appelle l'arabe, donc qui n'est pas la langue de travail au niveau du pays. En effet, ces diplômés formés en langue arabe constituent une couche particulièrement sensible de jeunes, mais aussi des moins jeunes. Il l'a rappelé, nous embrassons également, contrairement à la PEJ, les autres tranches d'âge qui ne sont pas des jeunes également. Donc les moins jeunes également sont concernés et font partie, Monsieur le Président, de notre groupe cible.
La NPE entend faciliter l'insertion des membres de l'UJMA à travers des séries de formations dans les différents corps de métiers, notamment les BTP, l'aviculture, la pisciculture, dans la transformation des produits agroalimentaires ainsi que dans le financement des plans d'affaires pour les projets d'auto-emploi. Pour l'année 2019, le plan d'action de mise en œuvre de cette convention prévoit une série d'activités dont le coût s'élève à 10 millions de francs CFA. Le chèque géant a été remis par les représentants du ministre au président de l'UJMA. Pour la suite de cette convention, ça va ouvrir une grande porte de l'espoir pour les diplômés et formés à langue arabe au Mali. Ça vaut des années maintenant, on a commencé à bouger un peu. Après les forums sur la problématique de l'emploi des diplômés formés à langue arabe au Mali, et après la création de la CFORPA, la cellule d'appui à la promotion des diplômés formés à langue arabe au Mali, c'était la première fois. Après la convention APEJ-IJMA, maintenant c'est convention IJMA-ANP. Même les membres de l'IJMA qui ont plus de 40 ans peuvent bénéficier de cette convention. Et au niveau des reconversions aussi, et au niveau de renforcement des capacités de nos militants en français avec le centre culturel français. Et on doit bénéficier d'autres formations comme créer germe et financement des petits projets, plans d'affaires de diplômes formés en langue arabe. Donc c'est une convention qui va beaucoup soutenir, qui va beaucoup aider les jeunes et tous les diplômés et formés en langue arabe, qu'ils soient jeunes ou non jeunes. Les plus hautes autorités du pays accordent une importance capitale à la formation, insertion et à l'employabilité de toutes les couches socio-professionnelles et singulièrement à la jeunesse. C'est pourquoi ce partenariat est jugé salutaire par le représentant du département de tutelle. Déjà une première satisfaction pour nous, le département en charge de la jeunesse et de l'emploi, de pouvoir permettre la mise en œuvre d'un vœu cher au chef de l'État, au président de la République, M. Ibrahim Boubacar Keïta, qui consiste à voir les jeunes apprenant en arabe, notamment les jeunes arabisants, s'insérer de façon socio-économique et professionnelle dans le tissu économique du Mali. La durée de la convention est de 2 ans et renouvelable après évaluation. Pour le suivi et la mise en œuvre de la présente convention, l'ANPE et l'UJMA ont décidé de mettre en place une commission chargée d'élaboration de son plan d'action et d'un chronogramme de réalisation des activités liées à la dite convention. Dans la foulée de la célébration de la journée des droits des femmes, la rédaction décide de donner la parole aux braves femmes pour leur demander comment elles ont vécu cette journée et ce qu'elles pensent du choix du thème. Elles sont au micro de Marietou Diallo et Samba Traoré. Placé sous le thème « L'autonomisation des femmes et des filles à travers l'engagement de tous contre les violences basées sur le genre », le 8 mars 2019 aura tenu toutes ses promesses. Célébré en grande pompe au Palais de la Culture Amadou Hampâté-Bâ, l'événement a enregistré la présence du président de la République Ibrahim Boubacar Keïta et les membres de son gouvernement. Nos moments sont célébrés tout au long de ce mois, c'est pourquoi en ce 14 mars, nous avons tendu notre micro aux braves dames. C'est vraiment un jour de recueillement, un jour vraiment de réflexion par rapport au parcours des femmes. On parle des décennies, on parle de 8 mars toujours. Moi je pense que nous on a dépassé l'aspect festif. On est plutôt sur la réflexion, sur l'évaluation de tout ce qui s'est passé jusque-là. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qui reste à faire? J'avoue qu'il y a beaucoup de choses qui restent à faire. Surtout en ce moment où notre pays vit des moments les plus sombres de son histoire avec l'insécurité grandissante que vous connaissez. Je pense qu'en tant que femme, nous avons un grand rôle à jouer. Et qu'au-delà de l'aspect festif, qu'on essaie de penser à comment sortir. Vous le savez du moins, je n'ai pas besoin de vous le dire. Les femmes sont les premières victimes. C'est elles qui payent le lourd tribut de tout ce qui se passe avec leurs enfants. Et présentement, elles sont nombreuses dans les sites de recasement, ou bien je ne sais pas, des sites qui ont été créés à l'occasion par elles-mêmes, avec leurs enfants, et elles vivent toutes sortes de calvaires. Donc pour nous, il s'agit de réfléchir, de voir comment il faut aider d'abord nos camarades femmes, nos sœurs, nos filles qui sont dans ce taudis.
Donc moi, pour nous, vraiment, c'est un jour de recueillement, vraiment plus que la fête. On a toujours parlé d'autonomisation. C'est vrai qu'il y a des choses qui ont été faites. Il y a déjà une structure qui s'occupe de l'autonomisation des femmes. Je félicite le gouvernement, je félicite vraiment les acteurs. Mais il reste encore beaucoup à faire. Les femmes étaient sous-estimées auparavant, maltraitées, non-connaissance des pouvoirs de la femme. C'est pour cela, depuis 2000, comme les femmes se sont révoltées pour réclamer leurs droits. Donc c'est un événement qui fait que les femmes doivent savoir leurs droits dans la vie. C'est pour ça que j'aime le 8 mars, puisque jusqu'à présent, on est maltraité. On n'est pas l'équivalent de l'homme, quoi. Bon, la femme ne peut pas être l'équivalent de l'homme sur quelques plans, mais sur d'autres plans, on doit nous équilibrer. On doit être équilibré. Mais jusqu'à présent, il y a d'autres femmes qui sont maltraitées. Ceux qui maltraitent leurs femmes, on doit leur faire savoir que c'est un être humain, comme eux. Ils doivent même avoir pitié de la femme, puisque c'est le sexe faible. Mais si on les traite comme leurs équivalents, on les bat, on les maltraite, on fait du n'importe quoi, la vie ne va pas aller. Puisque Sallallahu Sallam, lui, il est venu faire donner la paix aux femmes. Lui, il traitait sa femme comme son équivalent. Il s'amusait, il faisait tout, il travaillait même pour ses femmes. Mais les êtres humains, les hommes d'aujourd'hui ne peuvent pas équilibrer, faire ça pour leurs femmes. Donc je veux qu'il essaye d'imiter Muhammad Sallallahu Sallam sur ses faits. Puisque Cherif La Télévision veut se rapprocher davantage du public en raison de son statut de proximité, l'activité de ces femmes braves sera mise en exergue tout au long du mois de mars. Oui merci, oui merci, oui merci. La ceinture de sécurité est un moyen de protection pour les conducteurs de véhicules. Au Mali, c'est obligatoire d'attacher la ceinture hors agglomération. Pourtant, de nos jours, il y a des véhicules dont le système de conduite signale la nécessité d'attacher la ceinture de sécurité dès que le moteur est mis en marche. Nous avons tenté de savoir pourquoi certains conducteurs négligent la ceinture de sécurité qui sauve pourtant des vies. Reportage Mamadou Ben Cherif Soumano et Draman Malé. Selon certains usagers, c'est une question d'habitude parce qu'au Mali, la non-utilisation de la ceinture de sécurité en agglomération n'est pas sanctionnée. Cet état de fait dissuade peu les conducteurs de porter la ceinture au volant. Bon, on n'est pas réellement éduqué à ça. C'est une question d'habitude, je pense, parce que quand on fait l'auto-école ici, certes, sûrement on nous le dit, mais généralement les gens ont déjà l'habitude de conduire par infraction, donc on n'a pas cette philosophie-là, c'est simplement ça. Bon, c'est des gens qui ont vraiment un peu mal compris en un mot. Sinon, c'est-à-dire porter la ceinture de sécurité étant en train de conduire, je pense que c'est pour notre propre sécurité. Ça, c'est primordial pour moi quand même. Pour moi, les ceintures de sécurité dans un véhicule, c'était protection pour la personne même. En cas de freinage, brutalement, même en cas d'accident, si vous avez des ceintures, donc ça peut vous sauver. Bon, en fait, moi j'ai vu qu'au Mali, sinon n'importe quel ou en Europe ou d'autres pays, tu es obligé de prendre les ceintures. Et pourquoi les chauffeurs négligent le port de la ceinture de sécurité? Ils oublient que c'est une nécessité et de surcroît c'est une obligation. C'est forcé de le porter. Mais comme il y a remue-ménage là-dessus, les gens ne parviennent pas à les agents de sécurité ne parviennent pas à s'imposer, donc du coup on les laisse tomber. D'autres diront que pour remédier à cette pratique, il faut un éveil de conscience assorti d'amendes afin que les conducteurs prennent conscience de l'utilisation de la ceinture de sécurité. Bon, disons qu'à chacun son boulot. Ceux qui sont chargés de ces questions-là doivent trouver les bonnes méthodes parce que, indépendamment de ça, beaucoup de choses au Mali, c'est une question de mentalité. Donc on doit changer les mentalités et faire évoluer les consciences. On peut même sanctionner s'il le faut, mais en tout cas, il faut trouver la bonne dose de mesures à prendre pour vraiment que tout le monde ait cette habitude-là. Personnellement, je suis déjà habitué, mais dès que je suis au Mali, j'enlève la ceinture parce que, tu vois, ça nous libère. Parce qu'on peut le faire ici, on peut l'enlever. C'est parce qu'on sait qu'on peut le faire qu'on le fait.
Donc, et puis nos voitures maintenant, là, ça sonne tout le temps, donc on les met même derrière nous. Bon, par exemple, quand je voyage, par contre, ces routes-là, je le mets. Ça veut dire qu'il y a toute une mentalité derrière, voilà, qu'il faut changer. C'est un problème de conscientisation. Il faut que les gens soient conscients du port de la ceinture de sécurité, savoir pourquoi ils le portent en réalité. Et comme on le dit dans notre jargon en bambara, montrer des images qui choquent. En fait, c'est pour les parvenir, c'est pour les mettre dans le bain, voir la réalité. Rappelons que la définition du code de la route est basée sur la protection du conducteur. Pour cela, le port de la ceinture de sécurité est une obligation pour sa propre sécurité, comme exigé dans la plupart des pays développés. L'actualité africaine et internationale est commentée par Abdul Karim Sako. Les concertations entre les partis d'opposition mauritaniens se sont achevées mardi soir sans aboutir à aucun accord sur un non consensuel. Il n'y aura donc pas de candidature unique. Cet échec n'est pas surprenant car il n'y a jamais eu d'alliance pour un premier tour d'élection présidentielle en Mauritanie. En cause, trop de divergences entre ceux qui plaidaient pour un candidat issu des rangs de l'opposition, mais difficile de trouver un consensus sachant que deux des leaders historiques n'ont plus l'âge de concourir et que l'opposant Birama Da Abey n'a pas réussi à rassembler sur son nom. Imposer un nom qui n'aurait pas été consensuel aurait pu avoir pour effet de nous diviser, précise un des leaders de l'opposition. Les pluies torrentielles qui se sont déversées ces derniers jours sur le Mozambique et le Malawi ont fait une centaine de morts et plus de 800 000 sinistrés dans les deux pays, selon les autorités locales et les Nations Unies. Près de 1,6 million de personnes vivent dans les zones susceptibles d'être frappées par les pluies et les vents violents. Les autorités ont ordonné l'évacuation des zones côtières proches du point d'impact présumé du cyclone. Les services météo du pays ont également prévenu que de nouvelles pluies étaient attendues de jeudi à dimanche dans les régions déjà sinistrées. En Guinée-Bissau, le Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert est arrivé en tête avec 47 sièges sur 102, alors que l'Alliance du peuple uni du candidat malheureux à la présidentielle de 2015, Nino Nambiam, avec 5 sièges, l'Union pour le changement UM et le Parti de la nouvelle démocratie PND, qui totalisent un siège chacun, sont dans une logique de coalition avec le PAICG. Le scénario de 2014 refait donc surface. Le président José Mario Vaz, exclu du PAIGC, va devoir cohabiter encore une fois avec son ancien premier ministre Domingos Simoes Pereira, leader de cette même formation qu'il avait révoquée en août 2015. À quoi pourrait ressembler la transition en Algérie après le retrait de la candidature d'Abdelaziz Bouteflika et le report de la présidentielle? Le nouveau vice-premier ministre a estimé que le président algérien Abdelaziz Bouteflika n'a pas reporté la présidentielle et prolongé de fait son mandat pour rester au pouvoir, mais plutôt que le scrutin était source de diffusion des Algériens. La conférence nationale annoncée sera constituée de 3 blocs, celui de la mouvance présidentielle, de l'opposition et celui de la société civile. Mais de quoi pourra-t-on discuter au sein de cette conférence nationale? De tout, affirme Ramtan Lamamra, à l'exception du caractère républicain et démocratique de l'État et des 3 constantes nationales, à savoir l'islamité, l'arabité et l'amazérité. Le Premier ministre promet la formation d'un gouvernement d'experts où les jeunes et les femmes seront représentés. Les États-Unis ont à leur tour ordonné mercredi 13 mars l'immobilisation au sol des Boeing 737 MAX 8 et MAX 9 comme l'ont fait l'Europe et de nombreux pays après l'accident dimanche des 737 MAX 8 de la compagnie Ethiopian Airlines qui a fait 157 morts. Lorsque M. Trump a annoncé l'interdiction, plusieurs 737 MAX étaient encore dans les ciels américains. Tous ont été coulés au sol dès leur atterrissage. La presse américaine rapporte des témoignages inquiets de pilotes de 737 MAX postés depuis des mois sur un forum. L'un d'eux déplore notamment un manuel de bord inadéquat et d'une insuffisance presque criminelle.
Gouvernement, institutions financières, entreprises et ONG sont réunis au Kenya ce jeudi 14 mars pour la 3e édition du One Planet Summit et la première sur le continent avec plus de 4000 participants attendus. Cette série de sommets lancés par la France en 2017 vise notamment à débloquer des financements en faveur de la lutte contre le changement climatique. Alors que l'Afrique n'est responsable que de 4% des émissions mondiales de gaz à effet de serre, 65% de sa population est directement touchée par le changement climatique. La plupart des annonces sont encore secrètes. Néanmoins, certains contrats aideront les villes africaines à accéder à l'énergie durable. Il y aura des projets pour restaurer les terres dégradées, former les chercheurs ou encore lutter contre la déforestation. Voilà, ainsi s'achève cette édition d'information. Merci de votre attention. Ne quittez pas, l'information continue sur Chérif la télévision. Bonsoir.